Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Panorama Santé et Environnement. Aujourd'hui, il s'agit des questions du système des laboratoires. Quand on parle de laboratoire, on parle des laboratoires de biologie médicale, tant sur le plan des cliniques, en milieu hospitalier, que au niveau de la santé publique, parce que quand on parle de laboratoire, on voit tous ces aspects-là. Et pour en parler, nous avions donc reçu pour vous le docteur Akiana Jean, donc Jean Akiana, qui est un biologiste. Vous allez certainement le découvrir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur et chers collègues. Qui êtes-vous? La population veut le savoir. Qui Panorama a reçu ce soir? Voilà, l'émission Panorama qu'on aime suivre reçoit donc ce soir, je crois les Congolais vont suivre avec plaisir cette émission qu'on aime bien. Le docteur Jean Akiana, qui est un ancien de l'université Marine Ngouabi, formé également à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et par la suite, je suis allé faire la biologie médicale spécialisée à l'Institut Pasteur de Paris, où j'ai décroché tour à tour le diplôme en immunologie générale et immunophysiologie des infections, puis un diplôme sur l'évaluation des médicaments et des vaccins dans le contexte des pays en développement. Très intéressant. Voilà. Et aujourd'hui, dans l'administration médicale, vous occupez quelle fonction? Je suis le directeur en charge des laboratoires et des technologies de la santé, qui est encore jeune. Elle est créée en effet en 2011. Quand elle est créée, voilà, à peine 8 ans, quand elle est créée en 2011, à la demande expresse de l'Organisation mondiale de la santé qui avait demandé aux États d'avoir des départements spécialisés dans le domaine de la biologie médicale, complètement séparés des directions de la pharmacie et du médicament pour des besoins de spécialisation dans la coordination. Et quels sont vos champs d'action? Bien, les champs d'action, les missions, quand vous regardez le décret qui crée cette direction au sein de la direction générale des soins et services de santé, les missions de la direction des technologies de la santé, c'est de coordonner la politique nationale des laboratoires, de coordonner le plan de développement stratégique du système des laboratoires, et puis de travailler à suivre au quotidien l'activité des laboratoires et des établissements de vente des réactifs et des consommables de laboratoire. Et nous avons également pour mission de veiller à ce que les réactifs et les consommables qui rentrent dans le pays soient de qualité donc homologués. Alors, docteur, quelle est la situation des laboratoires aujourd'hui au niveau national, sur le plan qualitatif? Sur le plan de la qualité est à construire, est en construction. La qualité est en marche. Pour vous en donner un exemple, nous avons réussi à faire la cartographie de tous les laboratoires du Congo avec le concours de la Société africaine des laboratoires de médecine, avec le concours de l'Union africaine à travers son organisme spécialisé qu'on appelle le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Et puis, avec les efforts que le pays déploie, on est arrivé à une maîtrise du système des laboratoires. Et maintenant, pour ce qui concerne la qualité des résultats qu'on y rend, c'est graduel qu'on y arrive. Quand vous parlez de laboratoire de biologie médicale, quelles sont les normes? D'abord, pour qu'un laboratoire soit réellement déclaré laboratoire de biologie médicale. Il faut dans un premier temps que ce laboratoire dispose d'une autorisation d'ouverture et d'exercice. Il faut que ce laboratoire dispose en son sein des agents formés et dédiés au travail d'analyse de laboratoire. Il faut que le laboratoire soit logé dans un espace qui a été validé au préalable par la direction des laboratoires. Et je pense qu'on avance parce que en 2015, quand je prends les responsabilités à la tête de cette direction, on ne comptait, pour ce qui concerne les laboratoires privés, que 2 laboratoires à Brazzaville pour quasiment 1 million d'habitants. Ça veut dire que la couverture n'était pas suffisante. 2 laboratoires. Des laboratoires. Lesquels, par exemple? Le laboratoire Bioquick et le laboratoire du professeur Yala. Et à ces 2, on pourrait ajouter le laboratoire de la Fondation Schnell,
qui avait des conventions avec le ministère de la Santé et de la Population. Et donc, devant cette faiblesse en termes de nombre de laboratoires, nous avons travaillé progressivement et aujourd'hui, où je vous parle, nous avons autour de 15 laboratoires agréés. Ça suppose, quand le dossier est déposé, nous, nos équipes de biologistes, on va évaluer le laboratoire, on évalue le local, on évalue les ressources humaines qu'il y a dans ce laboratoire-là avant de faire signer une autorisation d'exercice. Mais lorsque nous comparons avec les laboratoires dans d'autres cieux, nous prenons le cas des laboratoires à Kinshasa, hein, vous avez les laboratoires privés aussi, comme dans des grands hôpitaux comme HCG Hospital, on voit que c'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Quand vous parlez de laboratoires agréés selon les normes congolaises et dictées selon notre conjoncture économique, ou c'est vraiment selon les normes internationales que vous voulez? Non. Parce qu'on voit le laboratoire du professeur Yala, oui, bon, même BioQuick, ben, c'est vrai que par rapport à notre contexte économique, on peut dire laboratoire, mais dans d'autres cieux, ça peut être des services d'un laboratoire. Hein. Non, il s'agit des laboratoires. Le laboratoire, il n'y a pas forcément besoin de grands espaces. Il faut le minimum d'espace pour pouvoir disposer d'une salle de prélèvement, au moins disposer d'une salle de technique, au moins disposer d'une salle où on doit entreposer ses réactifs. Je pense, et je suis très confiant de vous le dire, en vous le disant, que le système des laboratoires du Congo est réellement en marche. Mais ne vous en faites pas. Vous voyez, dans la sous-région d'Afrique centrale qui est organisée autour d'un grand réseau intégré de surveillance et des laboratoires, il arrive quand nous allons à des réunions de niveau sous-régional et même international que le Congo soit cité en exemple. Il n'y a que 3 pays sur les 9 de ce réseau-là qui disposent d'une direction en charge des laboratoires pour veiller au grain, veiller au quotidien, de sorte que la qualité des analyses qui sortent soit une qualité irréprochable. Après, nous avons les laboratoires des hôpitaux que nous devons coordonner aussi. Quand nous avons fait la cartographie, on a pris en compte et les laboratoires privés et les laboratoires des hôpitaux. Les 15 sont les laboratoires privés ou en même temps les laboratoires des hôpitaux? Ah non, là, les 15 dont on parle, c'est que les laboratoires privés qui viennent s'ajouter à l'arsenal des laboratoires que nous avons dans nos hôpitaux. Allez aujourd'hui au laboratoire de l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ndimba à Oyo, c'est un très bon laboratoire de grand niveau que nous sommes obligés de conduire progressivement vers les accréditations. Allez aujourd'hui au laboratoire de l'hôpital général de Dolisie, c'est de très bons laboratoires. Et nous avons à côté des laboratoires des CMS, donc les centres médicaux sociaux, comme Apocola. Il y a des privés qui sont inféodés à des sociétés. Comme Apocola, vous avez un très bon laboratoire qui assure la couverture de l'offre des services par là. Le laboratoire, par exemple, de l'hôpital Blanche Gomez actuellement. Ah oui, bien entendu. Et là, il y a des partenaires qui travaillent à l'ombre, qu'on ignore souvent. Mais j'ai beaucoup aimé le décor qu'il y a autour de votre studio, où vous voyez une société comme EMS qui est spécialisée dans la fourniture des réactifs, la fourniture des équipements. Et c'est cette société-là que nous devons soutenir, que nous soutenons beaucoup. On va y arriver. Voilà, on va y arriver parce que voilà, il y a l'épineux problème de différence aussi des prix. Hein. Quand nous voyons la flambée des prix dans le domaine médical, et généralement avec les intrants, ce qui justifie quelquefois aussi les coûts élevés au niveau des examens. On va y arriver parce qu'il faut que nous parlons aussi de l'économie de la santé, hein, qui actuellement doit s'arrimer avec la conjoncture économique du pays. Parlons de l'utilisation et l'interprétation des résultats au niveau des labos. On a souvent ces problèmes-là. La réussite dans la prise en charge thérapeutique dépend de la qualité de l'orientation au niveau du diagnostic. Tout à fait. Mais c'est pour cela que souvent, on a quelquefois ces résultats fantaisistes. Et souvent, il y a toujours des écarts. Même dans ces fameux laboratoires que vous dites agréés, il y a souvent ces problèmes. Qu'est-ce
que vous êtes en train de faire déjà dans le cadre de la normalisation du relèvement de ce problème, du niveau des praticiens pour pallier à ces faiblesses-là? Bon, je vous donne l'information. Le pays s'est doté d'un plan stratégique de développement du secteur des laboratoires depuis novembre 2015. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme-là, il est prévu de réaliser des formations en cascade et surtout dans le domaine de la qualité. Est-ce que vous avez déjà des formations? Mais bien entendu, on a des formations réalisées. Il y en a qui se font au niveau sous-régional. Pas plus longtemps que le mois dernier, à N'Djamena au Tchad, l'Union africaine qui commence à nous appuyer et ACLM qui nous appuie. Et l'appropriation au niveau national? L'appropriation se fait. L'appropriation se fait progressivement. Vous voyez, j'ai envie de citer à ce stade ce que disait notre ancêtre Louis Pasteur. Prenez intérêt de ces maisons sacrées, de ces demeures sacrées que l'on désigne du nom des laboratoires parce que c'est des temples de l'avenir. Et nous prenons intérêt. On mesure la taille et on a la mesure de la responsabilité qui est la nôtre. Formation, appropriation de tout ce qui est dicté au niveau national nécessite les moyens. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Parce que vous êtes absent dans les médias. Vous savez que c'est un maillon assez important quand on parle de la qualité, le contrôle qualité, même des médicaments, des vaccins. Et aujourd'hui, avec ce fléau des faux médicaments, vous devez être doté des moyens nécessaires pour sécuriser les populations. Est-ce que vous avez des moyens de votre politique? Oui, déjà les moyens, c'est les ressources humaines. On n'ouvre pas un laboratoire lorsqu'on n'a pas fait la preuve qu'on a des ressources humaines formées. Savez-vous, à la faculté des sciences de la santé... Des cliniques, les gens ouvrent aussi des laboratoires comme juste un moyen, comment on l'appelle, des cliniques juste comme un moyen pécuniaire, une activité strictement médicale, commerciale. Non, mais c'est suivi. N'oubliez pas que nous avons une inspection générale de la santé qui veille à ce que les normes soient respectées. Mais nous avions et cette inspection est appuyée par nous qui faisons le contrôle au niveau de l'administration. Il y a eu récemment des cliniques qui ont été listées comme hors normes et il devrait y avoir des stratégies avancées, la fermeture de ces cliniques-là. Mais après, c'est lettre morte. Lettre morte, c'est pas parce qu'ils sont quelquefois influencés par les hommes au pouvoir qui ouvre telle clinique à un fils, à un neveu et tout. Après, quand vous êtes buté, c'est pas aussi l'influence politique. Non, ce n'est pas le cas, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe? La santé n'a pas de prix. Après la cartographie, tous les laboratoires qui ne sont pas dans les normes, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, l'inspection générale a notifié des amendes. Ce que vous dites là, docteur, je vous dis que l'inspection générale de la santé a notifié les amendes parce que c'est du ressort du ministère de la Santé. Et les amendes vont régler le problème de la qualité? Mais une fois que les amendes sont notifiées, ça fait prendre conscience aux promoteurs qui ne respectent pas les normes et on l'oriente, on fait de la pédagogie parce que quelques-uns qui font des fautes. Heureusement d'ailleurs, je dis que ce n'est pas l'ensemble des laboratoires qui font ces fautes-là. Quelques-uns qui font des fautes le font, faute d'information, faute de renseignement. On ne va pas se retrouver dans la situation des Koulouna où bien on l'arrête, deux semaines après, la personne sort, il reprend, il refait les mêmes bêtises. Ce n'est pas vrai, docteur, parce que la santé n'a pas de prix. La santé est sacrée. D'ailleurs, la première denrée dont on doit disposer pour développer un pays. Et pendant que le Congo marche vers son développement, on ne peut pas laisser la santé des populations entre les mains des personnes non habilitées. L'inspection générale de la santé fait réellement le travail, notifie les amendes. Et si vous avez un message à l'endroit de tous ces promoteurs des laboratoires qui, aujourd'hui, malgré les amendes, continuent à persister dans le développement des activités hors normes? Non, nous avons des mécanismes, on est une administration responsable, on écrit des notes, on invite ces collègues-là, on n'a pas besoin vraiment de le faire à la télé, même si aujourd'hui nous avons l'occasion de le faire. Il y a des mécanismes, des canaux administratifs que nous utilisons. Ouais, parce que c'est intimement lié aussi aux consommateurs qui sont les populations. Mais bien sûr. Les populations doivent savoir que, tel laboratoire existe parce que, voilà, on a ce problème-là.
les laboratoires qui ne sont pas aux normes, je parle des laboratoires, l'administration qui coordonne les cliniques dont vous parlez, ne relève pas directement de la direction des laboratoires. Il y a une direction des hôpitaux et une direction des soins. Mais dans le cadre de la solidarité administrative, nous travaillons ensemble, la main dans la main. Ce n'est pas pour rien. On a mis en place la commission des agréments, figurez-vous, où il y a des associations, des consommateurs, l'alliance du public-privé, les amis du commerce, les amis des forces armées. Et maintenant, vous docteur, on ne peut plus octroyer un agrément d'ouverture dans le laboratoire d'analyse biomédicale sans que le dossier ait été passé au peigne fin par les sachants qui se réunissent tous les mois autour de ces dossiers de demande d'ouverture des laboratoires. Donc on veille au grain parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux, docteur. Vous savez, la santé n'a pas de prix. I believe that our profession is one of the noblest professions that ever created, because we are something like a silent heroes that saves lives. And our job is to provide diagnostic services for medical doctors to do the best job we can and to give reliable information that they can give the right diagnosis to patients. We need good quality management systems. By having a good management system, we can reduce the cost and we can provide good service to the customer on time. And so it is very important that we know the needs, the requirements, and the expectation of these customers so that we can be able to respond appropriately to their needs. When you have good quality management system in the laboratory, you kind of ease the burden for the lab staff. The personnel is the biggest asset of the laboratory. You can have beautiful facilities, you can have wonderful equipment, you can have all the reagents you want, but if the staff performs its task sloppily, you will never get a good result. It is important that everybody knows what are their tasks, what are their responsibilities, and what are their functions in the lab, because each of them has a special task to do to be able to give a quality service to the patient or to the clients that we have. It's a teamwork, a group work, and everyone has to be addicted to this idea that it is absolutely necessary. They will have a chance to review everything they do and to improve everything. Information is the major product of the laboratory. In fact, that is what we deliver to our customers. And with a quality management system, the proper management of information is a very important element. La documentation de contrôle est importante parce que ça nous permet de voir à quelle étape le résultat n'est pas bon ou pourquoi en fait il n'est pas accepté peut-être par le client aussi. My advice would be, don't be afraid. Quality management systems are a huge and scary concept, but especially with the LQSI tool, this breaks it down in small steps and makes it to a roadmap, so you know you can easily find out where to start and how to start. Quality is not rocket science. It's there to support you with the delivery of quality assured laboratory services. I would say just start. Start with the small steps first. We are going to get reliable laboratory results which save millions of lives. I would like them to encourage them to be brave, to be open-minded, and to embrace the changes that will be coming in the laboratory. Le rôle d'ailleurs, c'est de l'administration, à travers la direction des laboratoires, c'est de faire des recadrages. Et nous ne minutons pas le temps, on travaille comme les révolutionnaires pour que, au final, la qualité des résultats qui sortent de nos laboratoires, et moi, directeur en charge du laboratoire, j'y ai vraiment confiance. Alors, parce qu'à la base, il s'agit des cadres formés ici, à la faculté des sciences de la santé,
Et je participe à la formation de ces cadres-là. C'est des cadres de très grande valeur qui ont baccalauréat plus 3. On a quelques collègues pharmaciens biologistes, médecins biologistes, c'est vrai, ils ne sont pas nombreux. Mais ceux qui tiennent les paillasses sont des cadres de très grand niveau qui nous donnent la garantie que les examens qui sortent de là, maintenant, quelques-uns qui arrivent à faillir, l'administration est là, veille au grain. Dans l'un des programmes de société du président de la République, il avait été suggéré d'ailleurs, demandé que l'on crée les emplois des jeunes. Nous avons des jeunes qui sont bien formés, qui arrivent, qui n'ont pas parfois du travail. Ils sont formés dans le domaine de la biologie médicale. Est-ce qu'ils ont ces facilités-là, ces facilités? Nous les accompagnons. Nous les accompagnons. La seule difficulté réside sûrement au niveau de la mobilisation des ressources financières. Ça, c'est le maillon. Mais pour ce qui concerne la création de l'emploi des jeunes, voilà. Mais le président a suggéré cette idée et nous avons compris que ça ne peut pas être que l'agriculture, ça ne peut pas être que l'élevage, ça ne peut pas être que le pétrole. On peut créer des emplois. De toutes les façons, le socle du développement d'un pays, c'est la santé. C'est la santé. Celui qui va aller faire le pétrole dans les plateformes là-bas, voilà. S'il n'est pas en bonne santé, il ne peut pas y arriver. Il ne peut pas être maintenant, le rôle sacré de l'administration, c'est d'accompagner, de regarder, de faire le recadrage, de veiller à ce que les gens exercent dans le respect des règles et la réglementation en vigueur en matière de médecine. Ça ne triche pas. Voilà. Alors, nous allons d'abord suivre un élément, là, le docteur Jean Akiana, qui a été récemment au Gabon, où il y a eu une grande assemblée là-bas. Le Congo a été plébiscité, puisque vous avez pris la parole. Nous allons donc suivre et puis on va revenir. Un atelier de formation réunissant des spécialistes en laboratoire venus de divers pays s'est tenu ce 27 mars à Libreville, dans le but de recycler les laboratoires médicaux en Afrique centrale. Le secrétaire général de la santé publique, M. Guy Patrick Obiandon, qui prenait part aux travaux, a donné les raisons de cette rencontre, tout en indiquant les objectifs. L'atelier de renforcement des capacités des laboratoires qui commence au jour et qui se terminera dans 3 jours, a pour mission de faire un état de lieu sur les laboratoires de l'Afrique centrale. Comme vous le savez, notre sous-région aujourd'hui est très mouvementée sur le plan épidémiologique avec l'épidémie d'Ebola et parfois nous sommes confrontés à quelques difficultés dans nos pays pour faire le diagnostic de ces maladies. Donc il est bien que chaque pays puisse faire un état des lieux de ces laboratoires, également faire un état de lieu pour savoir quels sont les laboratoires qui sont aux normes et celles qui ne le sont pas, ceux qui ne le sont pas plutôt. Pour le docteur Marguerite Massinga-Louembe, consultante ayant pris part aux travaux, il est question de faire l'état des lieux des laboratoires qui existent et de renforcer les capacités du personnel des laboratoires en faveur des représentants de chaque pays. Il s'agit en fait de renforcer la capacité des personnes ressources au niveau de chaque État membre pour faire l'état des lieux de ce qui existe en termes de capacité de laboratoire. Donc dans le continuum de santé, le laboratoire est vraiment une pierre angulaire car c'est le laboratoire qui permet de détecter les maladies, de confirmer les maladies et d'organiser la riposte. Cela peut se faire dans le cadre aussi de la surveillance de routine des épidémies. Donc dès qu'une épidémie est détectée, ça permet d'enclencher des mécanismes rapides de réponse. Une autre participante, à savoir le docteur Erilinda Temba, responsable de Africa CDC, cette structure de l'Union africaine œuvrant dans le sens du renforcement du secteur de la santé publique en Afrique, n'a pas manqué d'exposer les actions de sa structure de par le continent. Voilà, je travaille pour l'Union africaine. Africa CDC, en fait, c'est une agence de l'Union africaine. Elle est entièrement africaine. Notre objectif, c'est de participer au renforcement des capacités des pays en matière de réponse, d'intervention en cas d'événements de santé publique sur le continent. En somme, l'atelier de ce jour a permis aux participants de mieux envisager la structuration du système de santé en général et celui des laboratoires en particulier. Le bien-être des Africains en dépend. Bien entendu, au nom du bureau du RISNELT d'Afrique centrale, le mot de remerciement qui consacre cette cérémonie solennelle, de clôture de l'atelier de formation sur la collecte des données de cartographie des laboratoires pour la région d'Afrique centrale, tenue à Libreville du 27 au 29 mars 2019.
notre sous-région d'Afrique centrale accusée encore de faiblesse en matière de cartographie des laboratoires. L'atelier qu'en clôture a été une opportunité d'apprendre comment corriger ces handicaps. C'est ici l'occasion de remercier ACLM qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir l'Afrique centrale dans ce processus. Les résultats escomptés au début de ces assises ont été largement atteints. Que tout le monde en soit remercié et félicité. Allez, docteur, assurer et établir l'intégration des biens laboratoires entre le Congo et la sous-région, c'est votre rôle. Et aujourd'hui, quelles sont les assurances que vous donnez aux autres pour que le Congo soit aussi considéré comme un pôle important? Il faut considérer que le Congo est un pays qui ne laisse jamais sa place au concert des nations et que nous avons une forte diplomatie, que la contribution du ministère de la Santé, comme d'autres départements ministériels, dans les fruits attendus de cette diplomatie, les ministères techniques apportent également leur contribution. Et c'est comme ça que, avec l'appui de l'Union africaine, qui par le passé travaillait à libérer les pays africains de l'oppression, une fois qu'on a libéré le dernier pays colonisé de notre continent, et l'Union africaine commence à bouger dans les paradigmes, dans ses missions, en faisant en sorte que l'on ait un organe qui s'occupe, qui soit spécialisé dans le domaine de la santé. C'est comme ça l'Union africaine s'est dotée d'un organe spécialisé appelé Africa CDC, et donc le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, qui est au siège de l'Union africaine. Et pour qu'il fonctionne, il a subdivisé l'Afrique en cinq régions, dont la région d'Afrique centrale. Et chaque région doit avoir un centre collaborateur régional qui doit pivoter, tourner autour d'un laboratoire de très grand niveau. Et c'est comme ça que l'Afrique centrale a son centre collaborateur au Gabon, parce que simplement, il dispose d'un laboratoire de niveau de sécurité 4, le centre de recherche médicale de Franceville, le CIRMF. Qui était très actif lors des récentes épidémies d'Ebola. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, contribue à aider l'Afrique à travers l'épidémie. Pourquoi au Congo, on ne parle pas des laboratoires de niveau 4, puisque les ressources humaines de qualité, il y en a? Qu'est-ce qui se passe? Non, il y en a. Le laboratoire national de santé publique peut le laboratoire national de mis peut, mais pour l'heure, ça ne... Oui, il est de niveau... Qu'est-ce qui se passe? Il est de niveau P3 renforcé. Les ressources humaines sont là, mais c'est un processus. Mais il reste des questions de sécurité à gérer pour que l'on emmène notre laboratoire national à ce niveau de sécurité P4. Il s'agit, par exemple, au niveau du laboratoire national, nous avons un problème où on est logé dans d'anciens bâtiments, des bâtiments construits à l'époque coloniale. Et donc, en termes de sécurité, il faut renforcer la sécurité avant de mettre. Mais nous sommes en mesure, là, au laboratoire national, de faire du séquençage, c'est-à-dire aller dans le cliché, dans les gènes d'un microbe. Donc, on a des appareils, on a des ressources humaines capables de faire, mais il faut renforcer la qualité. La politique est dans tout, mais tout n'est pas politique. Nous parlons santé, parlons vrai. Nous sommes, par exemple, en train de se dire... lors des récentes évaluations du RSI, donc le Règlement sanitaire international, avec les experts externes d'ailleurs, avec les experts venus de partout, il y a eu cette question qui a été évoquée et on s'est rendu compte que dans le domaine des laboratoires, le Congo affiche encore beaucoup de faiblesses. C'est comme ça qu'on dit, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Vous allez contrôler les médicaments, vous allez contrôler les vaccins, mais vous n'avez pas un laboratoire de contrôle qualité aux normes pour cela. Comment on va faire? On serait obligé de sous-traiter. Même pour chikungunya, on a sous-traité à l'INRB de Kinshasa. Mais simplement, voilà. Les boulots d'étranglement, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent un problème de rupture de réactifs. C'est pour ça que les établissements qui vendent du réactif, qui vendent les consommables de laboratoire comme EMS, comme Giracil, sont des établissements à soutenir. Parce que quand nous en avons suffisamment et qui sont forts dans le pays, ils peuvent approvisionner en réactifs. Nous avons la CAMEPS qui a encore quelques difficultés, mais c'est en cours de correction, c'est un système, c'est graduel. On n'y arrive pas comme ça. Mais n'oublions pas que nous étions quand même
ce pays a abrité l'Institut Pasteur de Brazzaville, qui à l'époque coloniale était... Nous allons revenir à les bons moments de l'époque coloniale, voilà. mais parlant d'aujourd'hui. Mais oui, mais quand on s'est séparé de l'Institut Pasteur de Brazzaville et donc de Paris, le Congo n'avait pas de ressources humaines formées à l'époque coloniale. Et depuis, on travaille à former des cadres. Maintenant, on a un pool de cadres. 40 ans après, on va continuer à former des cadres. Je dis, en termes de ressources humaines... Est-ce que c'est un problème de ressources ou un problème de moyens? C'est un problème de ressources. S'il faut vraiment faire un plaidoyer pour l'amélioration... C'est un problème de moyens. Voilà. C'est un problème de moyens. Si nous avons des ruptures en réactif régulièrement, au laboratoire national de santé publique, on peut très bien diagnostiquer le chikungunya, on peut très bien diagnostiquer toutes les maladies, y compris faire le séquençage. Le séquençage, c'est pouvoir aller dans les gènes du microbe, savoir quelle est la souche du microbe qui est impliqué dans la maladie. On a 2 séquenceurs au laboratoire national, on a des ressources humaines disponibles. Le grand problème que nous avons, c'est des problèmes structurels. Quand l'économie tousse, les structures comme le laboratoire national, naturellement, tous. Mais nous sommes dans le processus. La priorité des priorités sur le plan social ne devrait pas en réalité souffrir de ces genres de délestage économique. Bon, non, mais parlons des avancées. Parlons des avancées, docteur. Oui. S'il faut dire qu'il y a quand même des avancées. Tout à fait. Vous qui êtes expert. Tout à fait. Quelles sont ces avancées? Mais les avancées, c'est qu'on a l'une des visions à travers la politique nationale des laboratoires du Congo. Nous sommes dotés d'une politique, c'est une vision. On ne peut pas faire une marche à tâtons, on ne peut pas faire un pilotage à vue. Depuis 2015, le Congo, comme très peu de pays d'Afrique centrale, dispose d'une politique nationale des laboratoires. Très bien. Le Congo dispose d'un plan stratégique de développement du système des laboratoires. Très bien. Le Congo dispose d'un plan de mise en œuvre de la qualité pour conduire les laboratoires de notre pays vers les accréditations. Très bien. Voilà. Donc, moyennant ces instruments, il suffit que les conditions économiques du pays s'améliorent. On réalise des formations autour de tous ces plans-là. On va tirer naturellement le système des laboratoires par le haut. Dans ces conditions économiques assez moroses, puisque tout le monde sait qu'on traverse quand même une zone assez difficile. Comment vous faites? Comment le département de la santé, dirigé par Madame Lydia Mikolo aujourd'hui, essaye de se débrouiller pour continuer quand même à soutenir les activités? Madame la ministre de la Santé, la population se bat au quotidien. Comme j'ai dit, lorsqu'on est ministre de la Santé dans un pays, on est interventionniste, comme les soldats dans l'armée. On ne baisse pas les bras. Madame fait en sorte que les maigres ressources que nous avons dans le pays soient utilisées à bon escient, soient utilisées et orientées vers ce qui pourrait nous aider à maintenir, même à minima, l'activité de l'offre des services au niveau des laboratoires, au niveau de nos hôpitaux. Ça, c'est un. Deuxièmement, Madame la ministre de la Santé et de la Population travaille la main dans la main, arrive à convaincre les partenaires financiers. Et vous voyez que la Banque mondiale, qui a appuyé le Congo à travers le projet PDCS 1, PDCS 2, et Madame a réussi à convaincre ce partenaire stratégique financier pour nous appuyer encore au travers des projets qui sont annoncés, qui devront démarrer d'ici là. Donc on s'appuie quand même sur ces partenaires qui sont conscients de la conjoncture économique, qui n'est pas l'apanage du Congo, et parce que vous savez très bien qu'au niveau du gouvernement, le président de la République se bat, le gouvernement se bat, et il en aide même au niveau du département de la santé de la population que tient Madame Jacqueline Lydia Mikolo, de sorte qu'on dispose quand même des ressources pour tenir d'ici que la situation économique s'améliore. Et n'oubliez pas que cette crise économique est globale. Ne nous voilons pas les faces. Allons dans la sous-région, il y a des problèmes, c'est conjoncturel, c'est global et c'est partout. Mais le Congo se bat pour maintenir le minimum d'activité de façon à sauvegarder la santé des populations. Accroître la participation du laboratoire ou des laboratoires en matière de surveillance des maladies et la gestion des épidémies, c'est aussi votre rôle. Et jusque-là, qu'est-ce que vous faites? Mais nous faisons en sorte que les laboratoires sur le territoire de la République du Congo, je dis quand on fait la cartographie des laboratoires, elle est mise elle est numérisée. Donc à partir d'une tablette, nous disposons des tablettes, vous pouvez aller
regardez la situation du laboratoire, l'hôpital général d'Oyo, l'hôpital général de Dolisie, du CMS de Pokola et de l'hôpital général d'Ouangili de Pointe-Noire. Donc à partir de ce moment-là, on sait en termes de ressources humaines de quoi nous disposons, en termes de ressources d'équipement, de quoi nous disposons, pour pouvoir réagir et mettre les laboratoires en branle quand il y a des problèmes de surveillance épidémiologique à réaliser. Je vous avoue que l'une des missions de laboratoire, ce n'est pas que faire le diagnostic de routine, mais c'est aussi assurer la surveillance épidémiologique des maladies, qui est très stratégique de toutes les façons. Dans le contexte d'Ebola aujourd'hui, quelle est la place dans le contexte, système de laboratoire congolais? Le système des laboratoires du Congo se bat et à travers le réseau intégré de surveillance des laboratoires d'Afrique centrale, le RISNET, qui a été créé avec l'aide d'Africa CDC dont je parlais, avec donc l'aide de l'Union africaine. Et d'ailleurs, je vous apprends que c'est le Congo qui assure la présidence de ce réseau intégré de surveillance et des laboratoires. L'Union africaine a fait confiance au Congo et a demandé à Madame la ministre de la Santé, et donc Madame la ministre de la Santé a été appelée à désigner un cadre congolais pour assurer cette surveillance. Si on est aussi mauvais que ça, je vous dis que l'Union africaine n'aurait pas fait confiance au Congo pour que le Congo préside le réseau intégré de surveillance des laboratoires. C'est pas diplomatique par rapport au positionnement de l'OMS Afro au Congo? Et ce n'est pas cela. C'est parce que le Congo a du leadership. Et nous avons un ministre de la Santé qui travaille fort dans ce domaine-là. On a un minimum. Du point de vue administratif, nous avons, j'ai dit, l'atout de disposer d'une direction des laboratoires qui assure donc le contrôle de tout ce qui doit se passer dans le pays en matière de l'offre de services d'analyse de laboratoire. Et c'est comme ça que l'Union africaine a demandé à Madame la ministre, a prié Madame de désigner un cadre, et Madame a désigné le directeur en charge des laboratoires du Congo de présider ce réseau-là, comme vous avez vu. Pour combien d'années? C'est pour 2 ans. C'est un mandat tournant pour 2 ans. Et donc le Congo assure la présidence et on réalise régulièrement des réunions. Et nous avons une plateforme d'échange en visioconférence qui se passe tous les mercredis, et tous les pays, les 9 pays du réseau intégré de surveillance des laboratoires font le point régulièrement de la situation des épidémies. Et hier, par exemple, le jeudi, nous avons fait le point, et chaque mercredi, comme tous les mercredis, de la situation d'Ebola en cours en République démocratique du Congo. Garantir les commandes, l'achat et l'entretien des équipements ou d'équipements de laboratoire, de réactifs et de fournitures dans le pays et dans les délais, des trucs de qualité, c'est aussi votre rôle. C'est notre rôle, mais nous nous appuyons... Le CAMEPS a été créé, l'ex-COMEG a été créé, tout à fait, pour rendre disponible à moindre coût des produits de santé, des intrants, donc tout ce qui est médicaments de qualité. Tout à fait. Et on s'appuyait sur la certification de l'OMS avec la liste certifiée des laboratoires dans le cadre des achats. Est-ce que parce qu'en l'absence de laboratoire de contrôle qualité, il serait osé d'acheter des médicaments n'importe comment? Alors, quelle est la situation actuelle? Je voudrais parler plutôt du deuxième maillon du réactif et des consommables de laboratoire. Et de toutes les façons, la petite parenthèse que je peux ouvrir, parce que là, j'ai un collègue directeur du médicament et des laboratoires qui se bat au quotidien, qui veille à ce que tous les médicaments qui rentrent dans ce pays... c'est vous. Bien entendu que le médicament contrôle qui rentre... qualité, bien entendu, j'en viens. Et d'ailleurs, docteur, s'il vous plaît. Oui. On trouve que c'est comme si ça se chevauche, ces directions-là. Ah ben non. C'est pas une administration de plus. Ah non, 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 ce n'est pas une administration de plus, parce que le médicament reste un médicament. Le médicament a un but thérapeutique et le laboratoire a un but d'exploration. Vous voyez qu'en prenant que les deux maillons, ce n'est pas du tout la même chose. C'est complémentaire alors. Deuxièmement, un cadre qui est responsabilisé pour s'occuper de la direction du médicament et de la pharmacie, il faut que ce soit en sachant. C'est le cas de mon collègue, le directeur du médicament et de la pharmacie. Il y a finalement des points, comment dire ça, des traits d'union, des passerelles
entre ce qu'il fait et ce que je fais, c'est que je dois mettre à sa disposition des laboratoires pour arriver à assurer le contrôle de qualité. Nous sommes dans un monde global. Nous appartenons à une zone économique, la CEMAC, qui a des directives et qui a des procédures de niveau sous-régional. Et justement, quand nous avons besoin de contrôler un médicament, lorsque ce médicament, le Congo ne dispose pas de capacité, on fait recours. Il n'y a pas la honte à cela, de faire recours en laboratoire qui est en RDC ou au Cameroun, en attendant que nous équipions correctement notre laboratoire national, avoir ces équipements-là. Nous avons là-bas des mini-labs au laboratoire national pour pouvoir évaluer la qualité des médicaments. Et qu'on a acquis d'ailleurs avec l'aide et l'appui de la première dame du Congo qui avait pu négocier cela auprès des laboratoires Merck. Mais la difficulté qu'on a, c'est toujours les intrants. Les intrants font défaut. Maintenant, en attendant d'arriver, nous sommes dans un réseau, on peut avoir recours à un laboratoire qui a l'expertise en RDC, qui a l'expertise au Gabon ou au Cameroun. On arrive dans un premier temps à travailler comme ça. Quand les autres pays feront aussi recours à nos laboratoires, c'est ça le défi. Il faudrait qu'on arrive à vendre aussi quelque chose dans la sous-région. On y arrivera. Pour que le Congo puisse garantir... on y arrivera, docteur, forcément. Docteur, je dis qu'on est perspectives, dans... Oui. Les perspectives aujourd'hui. Les perspectives, c'est que nous travaillons dans le cadre des missions qui nous sont confiées, faire en sorte que l'on fasse le contrôle et l'accompagnement des laboratoires, qu'on encourage ceux qui disposent des ressources humaines, on encourage ceux qui pourront cadrer suffisamment le pays. Nous pensons que ce ne serait pas votre dernière fois. Et d'ailleurs, compte tenu de l'importance des activités que vous développez, parce qu'on n'a pas vraiment évoqué des faux médicaments, comment est-ce que vous arrivez à contrôler les médicaments que nous consommons? Comment et tout, nous promettons à nos chers téléspectateurs que le docteur Jean Akiana reviendra très prochainement pour un deuxième numéro pour qu'on continue à évoquer. Et si vous avez un dernier mot, vous direz quoi? Bon, déjà pour les médicaments, c'est mon collègue le docteur Okuya qui pourrait venir. Du contrôle qualité. Maintenant, pour le contrôle de qualité, nous travaillons à ce que dans les mois, les années qui viennent, que le Congo dispose de laboratoires de contrôle de qualité des médicaments. On va y revenir. Et je vous ai dit d'entrée de jeu que j'étais formé à la réalisation des essais cliniques, et des essais vaccinaux. C'est-à-dire la personne de ressources est là. À l'Institut Pasteur de Paris, s'il vous plaît. Et au laboratoire national, nous disposons d'une direction de la médecine préventive et des essais cliniques. Très bien. Le rôle est de faire cela. Maintenant, le mot de la fin, c'est que nous sommes très heureux de nous être adressés à nos téléspectateurs qui suivent attentivement la télé nationale et que nous sommes très contents d'avoir dit aux Congolais ce que nous faisons avec toutes les difficultés que nous avons et que nous ne laissons pas de côté la collaboration avec les amis de la sous-région à travers le réseau intégré de surveillance des laboratoires qui est fortement soutenu par l'Union africaine et par son organe technique Africa CDC. Merci. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce numéro. Au prochain numéro, certainement, le docteur Jean Akiana reviendra pour essayer de décortiquer encore un certain nombre de choses. Vous comprenez que les enjeux sont énormes et les efforts sont là. Quelques avancées significatives sont signalées, mais nous vous encourageons à aller de l'avant. Merci à vous, au revoir et au prochain numéro. Merci.